En fait, on a essayé de dénigrer le général en parlant du réduit breton. C'est un projet qui était dans les cartons quand il est arrivé au secrétariat d'État à la guerre. Et lui n'en a jamais été partisan de créer la création d'un réduit breton, puisqu'au contraire, ce qu'il voulait, c'est mettre hors de portée d'un empire le maximum de force. Souvent, l'intérêt qu'il voyait à ce que le gouvernement se replie vers Quimper, vers Rennes et Quimper, c'est qu'une fois dans l'as de la Bretagne, il serait bien obligé de prendre la mer pour ne pas être capturé. Et c'est cette idée-là, trouver ainsi l'occasion de faire sortir le gouvernement de l'Hexagone, qui l'intéressait dans cet aspect éventuel de repli du gouvernement vers la Bretagne. Enfin bref, ça ne s'est pas passé comme ça. Et le général, sa première mission, c'était donc, sur l'Angleterre, c'était donc de trouver ce shipping pour avoir des troupes françaises à continuer la guerre. Bien, alors puisqu'elles ne sont pas venues, puisque personne n'a répondu, enfin personne, j'entends les grands chefs en dehors de Catroux, n'ont répondu à son appel, donc il faut bien former une armée française. Et il faut l'habiller à la française. D'où l'histoire du casque qu'il nous raconte, son casque oublié sur la banquette de la voiture, le 15 juin, lorsqu'il a quitté Brest pour se rendre en Angleterre. D'ailleurs, en Angleterre, il n'est pas resté puisqu'il est reparti aussitôt le dimanche avec le projet, pour porter à Reynaud, le projet d'unification de nos deux pays. N'est-ce pas, qui avait emballé Churchill et emballé Reynaud quand on lui avait lu le texte. Le général lui avait lu le texte. Ce n'est pas une idée du général de Gaulle non plus, cette affaire de réunification. Il l'a trouvé quand il est arrivé à Londres ce 16 juin, et il a trouvé en ébullition aussi bien l'ambassade que le groupe autour de Jean Monnet, etc., qui avait concocté ce projet d'accord entre les deux pays, de façon à ce que, en fait, chaque citoyen britannique ait la nationalité française et chaque Français ait aussi la nationalité britannique. Bref, nos deux pays, jusqu'à la fin de la guerre, ne feraient plus qu'un. Voilà, ce qui réglait le problème de la capitulation, de l'armistice séparé, enfin, etc. Donc son souci, c'est cela, l'identité. L'identité, alors où y a-t-il des dépôts de vêtements et comment faire pour y aller? Et c'est ainsi, là, au cours de cette fin de déjeuner, autour de cette tasse de café, dans ce boudoir, ce fumoir de l'hôtel Rubens, qu'a pris corps l'envoi en France d'un premier agent de liaison. Et Moreau choisira de l'aide. Moi, je ne suis pas en état physique, je l'ai déjà dit, pour entreprendre quoi que ce soit à ce moment-là. Mais j'indique au général que le meilleur endroit pour débarquer, c'est dans le sud du Finistère. C'est là où ce sera plus facile. Il suffira de gagner le Quimper, à côté du collège Saint-Yves, la direction des œuvres où se trouve mon oncle et parrain, Chanoine Le Guesguen, qui est le directeur des œuvres, qui à ce titre a forgé dans le sud Finistère, déjà lorsqu'il était vicaire à la cathédrale, la phalange d'Avord, qui est quelque chose qui compte énormément sur le plan moral, sportif, etc., qui, à la suite de ce grand succès, a été désigné par son évêque, Monseigneur du Parc, pour créer cette direction des œuvres, avec pour tout moyen une bicyclette qui était sous le préau de l'évêché, n'est-ce pas, et un billet de 500 francs qu'il a tiré de sa cassette. Il dit bien maintenant, voilà, monsieur l'abbé, créer donc des œuvres dans le diocèse. Alors les œuvres sont les œuvres de jeunesse, n'est-ce pas? Ce ne sont pas de... Bon, bien sûr, il y avait aussi pour les plus grands, l'Action catholique générale, puis après les mouvements spécialisés. Il a créé tout ça. Le scoutisme,
Bon, il avait tout cela en charge et par conséquent, il avait dans chaque paroisse des correspondants. Et j'étais sûr de son état d'esprit, n'est-ce pas? Et par conséquent, je dis à Hubert Moreau, eh bien, tu vas là. Et puis alors pour le Nord, eh bien, tu connais mon père, tu sais où le trouver. Et il t'établira les contacts pour le Nord. Voilà, alors ça a été c'est pas une conversation apartée que nous avons eue après, c'est en présence, c'est devant le général de Gaulle, le lieutenant de Courcelles et le commandant Saint-André que s'est ébauché tout ce programme d'action. Le lendemain matin, lundi, au lieu de Moreau est ressorti de Hubert Moreau, Hubert c'est son prénom. Hubert Moreau est donc sorti de l'Olympia et s'en est allé trouver dans les services, puis il a été mis en rapport avec les services britanniques et c'est comme ça qu'a été organisé son transport sur le Finistère. En fait, il fera 2 voyages avant de cesser de faire cette chose. Et je ne le reverrai pas à son retour et avant mon départ, mais j'aurai la chance de l'avoir au téléphone à Delville, comme nous serons consignés avant notre départ pour l'opération de Dakar, car on ne laisse pas communiquer les gens qui ont été en France ou qui vont y aller avec les autres. Il ne faut pas qu'ils soient porteurs de trop de renseignements. Mais mon Hubert n'avait pas... il était très courageux, mais il avait un peu l'inconscience des néophytes en la matière. Sur la plage du Tressir où il est allé en tenue d'été avec un complet presse de Galles, pantalon de golf, là, vous voyez, exhibant un poignard britannique. Mon père a dit, je lui donnerai aucun renseignement. Bah, il va se faire ramasser, il est beaucoup trop imprudent. Par contre, mon oncle le chanoine lui a donné une lettre pour moi, n'est-ce pas, que j'ai reçue par la suite. Mais mon père n'a voulu rien lui coiffer, il trouvait que c'était beaucoup trop dangereux, qu'il parlait trop, il allait revoir tous les amis, et avec ses vêtements de coupe anglaise et venant avec des étiquettes anglaises, c'était tout à fait scabreux. Enfin, il a quand même fait 2 missions sans se faire coxer. Mais il y a eu des barrages sur la route, on cherchait le fils d'un amiral, voilà, c'était vraiment tout à fait imprudent. Il avait donc été un peu dénoncé. Dénoncé, non, il parlait trop. Ah, il parlait trop. À tort et à travers, les gens, ça finit par tomber dans l'oreille dans une oreille indiscrète, n'est-ce pas, quelqu'un qui vient d'Angleterre, bon, etc., qui se balade ici ou là. Et voilà, la même histoire est arrivée enfin, un peu plus tard en ce qui concerne Troblin. Pas les 2 frères Troblin, les 2 jumeaux qui ont été chez nous à l'ADB au RMT, dont l'un a été tué à l'entrée de Paris d'ailleurs aussi. Mais un cousin qui était aviateur, dont le père, Minotier aussi, comme le père des autres, était dans la résistance. Il était infirme, il a été blessé il y a 14-18, et c'est lui qui a été finalement arrêté, c'était lui qu'on a cherché à arrêter à la place de mon père, enfin bref, ça c'est une autre histoire. Alors revenons si vous le voulez bien, à ce dimanche à Hôtel Rubens, n'est-ce pas, nous sommes le 7 juillet, sauf erreur de ma part, et nous partons pour Delville, oui, où nous allons être habillés la veille du 14 juillet. Être habillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va nous donner une tenue britannique, mais avec l'étiquette France sur l'épaule. Et non seulement l'étiquette, parce que l'étiquette, ça ne se voit pas très bien, c'est tous les pays membres du Commonwealth ont leur propre étiquette. Il y a le Canada, il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande, etc. Mais nous avons le petit drapeau, un petit morceau de drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, n'est-ce pas, que nous avons à coudre, que nous coudons sur notre patte d'épaule ou sur notre épaule, pour bien montrer que nous sommes français. Le béret de char anglais, qui peut rappeler le béret basque si on veut, mais enfin c'est entre le vrai béret basque et le faux béret basque, il est plus petit, cette galette de char, c'est notre coiffure.
Et on va commencer à nous habiller dans l'ordre alphabétique. Alors ça va être d'abord les artilleurs, ils ne sont pas très nombreux, ça fait 2 douzaines. Dont Ponce. Dont Ponce, oui, dont Ponce, dont Norman, dont Schmitt, dont enfin toute une série de garçons. Et puis après les artilleurs, eh bien c'est la cavalerie motorisée, et puis après la cavalerie, ce sera les chars. Et puis c'est tout ce qu'on peut faire dans la soirée du 13, n'est-ce pas? Alors ça ne fait pas beaucoup de monde. Bien entendu, nous n'avons pas d'armes. Mais nous avons un battle dress, et puis nous avons surtout, ce qui va être terrible, ce sont les chaussures réglementaires britanniques, les chaussures noires avec une tige bien droite, n'est-ce pas, et un pied qui n'a pas la même conformation que nos pieds à nous. Alors ça va être, je ne dis pas la joie, mais le retour au camp va être difficile. On va s'embarquer le 14 au matin, à la gare de Caux, Farnborough, et arriver à Londres pour le dépôt de gerbes à la statue du maréchal Foch. Et après ce dépôt de gerbes, alors nous allons donc défiler, nous allons marcher, et nous allons aller, il y a une petite réception, je ne sais plus si c'est le consul, je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement de l'emplacement de cette réception, enfin ça avait une chose en rotonde, on était censés avoir un petit casse-croûte, mais enfin c'était vraiment quelque chose de très maigre comme casse-croûte. Enfin bref, ensuite nous allons au cinéma, et nous aurons, le général parlera, et où nous verrons Carnet de bal. N'est-ce pas? C'était un magnifique souvenir que d'avoir vu ce film ce jour-là, comme 14 juillet. On pouvait difficilement trouver mieux pour nous faire voir tout ce que représentait notre passé, nos traditions. Et Carnet de bal, c'est tout le rêve de la France en paix, mais prête à tous les sacrifices aussi. Bref, une atmosphère tout à fait étonnante. Tout à fait étonnante. Alors nous rentrons à Delville, et nous descendons de la gare de Caux, et comme l'adjudant Boyot, le père Boyot, parfumeur de son état, qui se fait l'adjudant de compagnie, elle trouve que nous traînons un peu la jambe, alors il nous a fait rentrer au pas cadencé, n'est-ce pas, courir les 2,5 km de la gare de Caux jusqu'à Delville, dans nos chaussures neuves. On avait les pieds en sang. Voilà notre première sortie en uniforme, n'est-ce pas? Et après, eh bien, nous allons commencer à faire de l'instruction. Nous avons fait de l'instruction avec par exemple, Malin, qui nous a fait faire de l'instruction sur chenillettes. Il y avait une chenillette Lorraine et une chenillette Renault. Alors moi, j'ai commencé à faire de l'école de conduite sur une chenillette Lorraine. Mais après avoir prouvé sur les camionnettes Peugeot, celle qui avait servi pour le corps expéditionnaire de Norvège, après avoir montré que passé mon permis de conduire. J'avais le permis de conduire civil, bien sûr. Et alors, ce qui est très amusant dans l'histoire, c'est que c'est le brigadier Lacoste qui était chargé de nous faire passer le permis de conduire. Jusqu'au jour où le brigadier Lacoste, qui s'acquittait fort bien de cette fonction, a dit au lieutenant d'Ivry, mais vous savez, moi, j'ai pas le permis de conduire. Ça n'empêche pas de conduire très bien. Alors, on a trouvé que je savais conduire, que j'avais un peu le sens de la mécanique. Et l'étudiant en droit que j'étais a été bombardé conducteur de char. Alors, pas de peau. Le char que j'ai pris en charge, le char H39, était celui qui, au moment du réembarquement, a raté la plateforme et a passé 24 heures sous la flotte. Alors tout était rouillé, tout était bloqué. Alors il a fallu de l'huile de coude pour un grand coup de masse
et avec l'aide d'un jet de bronze, n'est-ce pas, enlever tous les axes pour les glaciers, etc. Nous sommes partis et j'ai terminé l'ouvrage au Cameroun, plus tard, au mois d'octobre 1940. Enfin, nous ne sommes pas encore au mois d'octobre 1940, et vous allez sans doute trouver que j'exagère à raconter ma vie de cette manière aussi détaillée. Mais ce sont des petits riens qui peuvent aider à recréer l'atmosphère. Parce que l'histoire, bon, vous la trouverez d'abord dans les mémoires de guerre du général. Et, et justement, pour revenir un peu sur cet entretien et sur l'état d'esprit du départ, et c'est cela que je crois et le témoignage constitue le témoignage important que nous pouvons donner. Au début de l'entretien, je vous ai parlé je vous ai dit, je vais parler du concours de la DRAC. En cours d'entretien, j'ai l'occasion de vous dire à propos de mon goût pour l'infanterie que quand j'étais jeune, on refaisait la prise du fort de Vaud, la bataille pour le fort de Douaumont. Bref, je rêvais la nuit de la reprise de la ligne Maginot. Alors, pour la reprendre, expliquer ça, il fallait bien qu'on l'ait perdue. Ah, ben, j'avais 13 ans quand je rêvais à ça. C'est vous dire que lorsque j'ai lu le premier tome des mémoires de guerre du général et le premier chapitre où il raconte sa jeunesse et ses rêves et les manières dont il a rêvé, je me suis toujours dit, je n'écrirai jamais mes mémoires. On croirait que j'ai plagié parce que j'ai reçu et j'ai fait les rêves du même ordre, du même genre. Sinon, voilà, je ne suis pas, si je m'appelle Charles comme lui, je suis le Guasguen et pas de Gaulle. Alors, cependant, les Bretons sont aussi de la Gaule. Alors, et en répondant à l'appel du général sans le savoir, nous avons aussi, en le sachant, répondu à l'appel d'un autre Charles de Gaulle. Un appel en breton est lancé à travers un long poème au siècle précédent par un Charles de Gaulle, l'oncle du général. Et le titre de ce poème, c'est Appel aux Bretons d'Armorique. Alors, à l'appel du neveu, comme à l'appel de l'oncle, les Bretons ont répondu. Mais revenons justement à cette réponse. Eh bien, le général va venir nous voir à Desvilles. Il viendra nous voir 2 fois. Une fois avec le duc de Connaught et une deuxième fois avec le roi Georges VI. Et lorsqu'il viendra vers le 15 août, il nous dira travaillez, j'aurai bientôt besoin de vous. Instruisez-vous. Quand le roi nous passera en revue, je ne veux pas souvenir qu'il y ait eu un speech. C'était une revue et nous avons défilé. J'avais acheté un petit appareil qui tenait dans une main, un petit appareil de photo. Et quand nous avons défilé en passant devant eux, j'ai actionné, lorsque la main passait devant, j'ai actionné. Alors, j'ai, je crois encore, quelque part, les photos prises ce jour-là. Comme j'étais grand, j'étais au premier rang des deuxièmes classes de notre unité, et derrière les sous-officiers, derrière la tête de Baudry, derrière la tête de Mestivier, n'est-ce pas, à la base c'était Baudot, Baudot de base, comme on l'appelait toujours, qui était le plus grand, à côté c'était Bignalet, à côté c'était Savary, le grand Savary, et puis il y avait Paufilet, et puis moi-même, et puis il y en avait encore un autre à ma droite. Enfin, ça dépendait comment se placer, parce qu'en général, j'étais plus grand à droite, enfin, donc le plus petit du premier rang, et les sous-offres devant. Alors, entre la tête des 2 sous-offres, là, j'ai pris une photo, mais ce sont les nuques, je ne pouvais quand même pas la prendre de face, n'est-ce pas, comme le roi regarde passer la revue en regardant les gens les yeux dans les yeux, c'était difficile de le prendre à ce moment-là. Alors, ce sont les nuques, j'ai les 2 nuques, entre les nuques du sergent Baudry et du caporal-chef Mestivier. Voilà. Alors, en fait, cette visite, eh bien, cette visite
c'est le passage en revue des troupes qui vont constituer le corps expéditionnaire pour l'opération Menace, pour l'affaire de Dakar. Alors nous allons savoir que partons vers les pays chauds parce que en rentrant un soir de l'exercice, nous allons trouver sur nos lits, dans les chambrées, une tenue coloniale. Alors il y a 2 chemises, il y a 2 shorts, il y a un pantalon style fusil à 2 coups, c'est comme ça qu'on l'appelait, parce que le pantalon anglais de colonial est très serré, c'est parce que 2 fuseaux. Et une vareuse, n'est-ce pas, style armée des Indes, hein, et puis un casque colonial. Alors nous avons à fixer sur ce casque colonial, le casque colonial anglais, une grande plaque émaillée, n'est-ce pas, un faux losange, enfin, en ce sens que le triangle du dessus est beaucoup plus important que le triangle du bas, mais c'est en émail le drapeau français, bleu, blanc, rouge, qu'on doit mettre sur le dessus du casque, c'est l'excellente cible, n'est-ce pas, pour l'adversaire. On ne peut pas rater, on sait qu'il y a un bonhomme dessous. Mais ça se voit de loin. Ça se voit de loin, et c'est de cela qu'il s'agissait. Il s'agissait d'être vu de loin, d'être reconnu de loin. Et on va... Vous savez, on a touché un mouchoir. Quand on nous avait habillés, et ça s'était passé de la manière suivante. On avait des vêtements civils, les vêtements... Alors on nous avait fait un grand laïus en disant, voilà, il y a beaucoup de réfugiés en France, de France en Angleterre, et il faut les habiller. Alors tout ce que vous avez, puisque maintenant vous allez être habillé par l'armée, hein, vous n'avez plus besoin de ces vêtements-là. D'abord, vous ne serez pas autorisé à les porter puisque vous êtes engagé. Alors remettez-les et puis on s'en servira. Alors à l'entrée du grand hall qui avait été aménagé en dépôt, du grand garage où après on mettrait les chars et les véhicules, les Lafly, les tracteurs Lafly, avaient été voitures tout-terrain, hein, les Sincars, les dépanneurs, là, de Stimi, les Ngor et de Valaise. On mettait les vêtements en tas et alors finalement on rentrait à l'entrée de la douche, on n'avait plus rien, n'est-ce pas, et on vous donnait un savon. On vous donnait un savon et on passait sous la douche. À la sortie de la douche, on vous donnait une serviette pour vous essuyer en vous priant de garder le savon parce que ce serait votre savon. Et alors un peu plus loin, on commençait à passer devant les différentes tables en indiquant sa taille. Alors on touchait un caleçon, on touchait une paire de chaussettes, on touchait un tricot de corps, on touchait une chemise, on touchait un pantalon de battle dress, on touchait une veste de battle dress, et on touchait un bonnet de police anglais, puisque on avait déjà on a touché le béret, et puis qu'est-ce qu'on a touché encore? Ah oui, les fausses chaussettes et les bonnes moltières, les bonnes moltières, mais les bonnes moltières courtes, n'est-ce pas? Alors la chaussette est une chaussette claire, la fausse chaussette est kaki, alors la fausse chaussette parce qu'elle n'a pas de pied. Alors une fois qu'on a mis la chaussette, on enfile la fausse chaussette, puis on met la chaussure qui a une haute tige, et pour faire le lien entre la tige et la fausse chaussette, eh bien il y a on enroule la petite bande moltière où on a les petites guêtres, n'est-ce pas, qui se mettent à la place. Bon, alors, ceci étant, c'est un mélange des 2 tenues, la tenue coloniale et la tenue d'hiver. On a touché cet équipement et on sait donc qu'on va aller dans les pays chauds, on ne sait pas où encore. On pense à l'Égypte, bien naturellement. Et je dois dire qu'on a également une housse en toile pour protéger le casque. Et notre casque ne doit être jamais vu sans sa housse. Il ne faut pas le salir. De la même manière, nous devons présenter à partir de ce jour-là, à la revue de détail de chaque matin, dans les plis d'origine, une chemise coloniale
et un des deux shorts, qui doit rester dans ses plis d'origine. On saura à la suite pourquoi. Mais enfin, il s'agit de constituer ce corps expéditionnaire. Par conséquent, avec les éléments de la compagnie de chars en formation et de l'escadron de cavalerie motorisée en formation, on va constituer la compagnie de chars. Le personnel en surplus va être réparti soit dans le train, l'élément de train dont le commandement va être confié, eh bien, mais à ce bon ami de Brest, ce lieutenant chargé de la PMS, au lieutenant Dubois. Et qui vais-je trouver comme commandant du camp de Delville? Mais le commandant Renoir, qui commandait le bataillon de défense du littoral dans mon patelin, à côté sur le bord de l'eau, à Pointe-Saint-Mathieu, entre le Conquet et l'entrée du Goulet de Brest. Et puis, qui va s'occuper de tous les renseignements aux familles, n'est-ce pas, et d'organiser ce service important pour le moral? Mais c'est le capitaine Max. Alors je ne sais plus s'il s'appelait Léon et Max, enfin bref, il a changé de nom, c'était le capitaine Léon, c'est ça? Et puis il a changé de nom, il a pris le nom de Max en Angleterre, puisque sa femme était restée en France, et il ne voulait pas qu'elle ait des ennuis en faisant un rapprochement de nom. Bref, ce sont des amis et connaissances, si je peux dire, que je retrouve, et soit dit en passant, le commandant, puis le lieutenant-colonel, puis le colonel Renoir, puis le général Renoir, sera en fait le dernier invité à la table du général de Gaulle à Colombey-les-Églises avant la mort du général de Gaulle. Il me racontera d'ailleurs cette entrevue parce qu'il viendra me voir aussi, là je suis à Paris à ce moment-là, et c'est un joueur d'échecs. Il m'a appris à peaufiner mon jeu d'échecs quand nous étions en 39, au mois de septembre 39, et je ne pouvais pas beaucoup bouger. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a appris le jeu d'échecs. Alors il est revenu faire quelques parties d'échecs rue Anatole de la Forge, où nous habitions à ce moment-là, avec toute ma famille en 1969-1970. Et pour en fait sentant venir la mort, me confier un peu son épouse, n'est-ce pas? Bref, par lui et grâce à lui, je vais apprendre davantage de choses sur l'étendue des droits des deuxièmes classes dans l'armée. Et à vrai dire, je crois que je ne peux me vanter d'avoir été l'instigateur du premier refus d'obéissance concertée à l'intérieur des forces françaises libres à Delville. Alors, ben ça donnera une idée de l'état d'esprit, n'est-ce pas? Je vous ai dit que nous avions touché qu'un seul pantalon de battle dress et un seul haut de battle dress. Alors le matin au réveil, on s'en allait crapahuter en petite tenue, n'est-ce pas, pour faire l'exercice. Le P, c'était la séance d'éducation physique. Puis après on revenait, on s'habillait pour alors à l'exercice, n'est-ce pas? Alors l'exercice pouvait comporter aussi un peu de crapahut, du ramping, enfin de l'école du soldat avec armes en campagne, n'est-ce pas? La théorie, que ce soit technique ou mécanique, ayant lieu l'après-midi, de préférence l'après-midi. Mais enfin le matin, à 11 h, c'était le rapport. Or, entre la fin de l'exercice, où on avait pu crapahuter dans les feuilles, et le rapport, on avait à peine un quart d'heure. On n'avait qu'une paire de godasses, n'est-ce pas? Eh bien, il fallait qu'au rapport, on soit nickel, c'est-à-dire le pli du pantalon, etc. Tout ça brossé, nettoyé, et puis les souliers briqués. Alors, l'adjudant Boyot, qui faisait adjudant d'escadron, mais vous savez, qui avait été élevé à la 14-18. Hein. Bon, et vas-y que je te pousse, n'est-ce pas? Mais le parquet de la Chambrée, il fallait aussi passer. C'est là où j'ai appris que quand on n'avait pas de scie pour faire reluire le bois, eh ben, il faut aller prendre de l'herbe
n'est-ce pas? Faire des bouchons d'herbe et puis briquer. Et ça brille bien. Ça brille très très bien. Je sais faire. Alors, on s'en est servi au camp de Ruchard et à Tours, après, au quartier La Salle, pas pour faire briquer les chambrées le jour où le général Delatte venait nous passer en rue. Allez, tout le monde avec les bouchons d'herbe. Bon, parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter de la cire. Pas de sous. Enfin, revenons à Delville et revenons à cette préparation du corps expéditionnaire. Donc, on forme une compagnie de chars avec les éléments de la compagnie de chars et de l'escadron motorisé en formation. Et à la sortie de l'exercice, il y a une revue et Boyot, adjudant, trouve qu'on n'est pas assez bien tenu et il décide d'une punition collective. Je fais remarquer qu'on est au rapport, certes, mais que le chef de corps, puisque nos unités, même à l'échelon escadron ou compagnie, formaient corps, le chef de corps n'est pas là. Il n'est pas présent et il n'a pas le temps d'être consulté, puisque d'ailleurs, il n'est pas là. Il est absent du camp ce matin-là. Et la punition collective, c'est-à-dire après l'heure de la soupe, donc en principe en temps libre, n'est-ce pas, nous devons présenter une revue de détail sur nos lits. Alors, je me renseigne sur le règlement auprès du commandant Renoir. En me disant, une punition collective, oui, ça existe, mais il faut qu'elle soit lue au rapport et en présence du chef de corps. Autrement, pas de punition collective. Punition individuelle, tant qu'on voudra, mais il ne peut pas y avoir comme ça de punition collective. Très bien. Alors, je réponds à la bonne parole, mais on va pas... Alors, il y en a qui ont posé, les frères Gramoulet ont posé, Franche Léost a posé ça. Enfin, il y a un certain nombre qui n'étaient pas des étudiants comme nous, n'est-ce pas? Donc avec l'esprit un peu frondeur, qui n'en pensaient pas moins, mais quand même, ils vont faire du raffut, du fût, ça vaut pas la peine, vraiment, et tout ça pourquoi? Bref, les autres, eh bien, on va se promener dans les bois, aux alentours du camp, à l'heure où devait se passer Il est évident que le lendemain matin, quand le lieutenant Beaulevet rentre, alors là, c'était la consigne générale, privé de NAFI. Plus le droit d'aller à l'officier surp, enfin ça ne s'appelait pas l'officier surp à l'époque, c'était la NAFI, qui est tenue par Amos Pierce. Et comme on approchait du départ, tout le monde en même temps consignait au camp. Alors consigne au camp qui se doublait pour nous d'une consigne de NAFI. Alors, à toute chose, malheur est bon, n'est-ce pas? En ce sens que on a perçu, puisque nous allions partir, on a perçu ce jour-là et les 3 jours qui restaient à la popote au mess, au réfectoire, on a eu du vin rouge, alors que jusque-là on avait que du thé. Et puis on a distribué du gris, un paquet de gris et des cigarettes de troupe. 2 paquets par tête de pipe. Ah, c'était le paradis pour ceux qui étaient privés de tabac français depuis qu'on était en Angleterre, il y avait du tabac anglais. Alors j'ai fait un commerce honteux. On avait parié quelques jours auparavant à la NAFI qu'on n'oserait pas acheter parce que c'était Madame Spears, la mère Spears, comme nous l'appelions, la femme du général Spears, qui faisait la liaison entre Churchill et le général de Gaulle, qui s'occupait à la fois de ce qui est devenu par la suite l'ambulance Spears de la première DFL, mais là de veiller sur nous, de nous apporter un peu de confort à travers la tenue de cette NAFI, n'est-ce pas, où l'on pouvait boire une tasse de café, acheter du chocolat si on avait des sous, bon, enfin c'était pas cher, acheter des cigarettes, acheter du tabac. Et là il y avait notamment les Craven, et les Craven venaient en caisse rectangulaire, le paquet de Craven est carré, n'est-ce pas? Et alors les cartouches de Craven étaient donc, le paquet de Craven
était aussi en boîte petite boîte de carton, n'est-ce pas, et qui formait un cube. Alors tous ces petits cubes étaient mis dans un grand cube. Et alors le grand cube, je ne sais plus, valait une somme considérable, n'est-ce pas, près d'une demi-livre, je crois, ça devait être ça, à peu près. Ça devait faire, oui, c'est ça, 2 couronnes. Et, et, et donc, on avait fait le pari que t'achèteras pas. Si nous avions fait une course commune, alors ici, eh bien moi, je vais aller, j'aurai l'audace d'aller demander à Madame Spire une caisse. Parce que, alors, c'est ce qui s'est passé, j'ai donc gagné mon pari, et ce sont les autres qui se sont cotisés pour me payer la caisse, puisque j'avais fait ce pari-là et que je l'avais tenu. Alors, là-dessus est arrivée la consigne, n'est-ce pas? De sorte que j'avais la caisse dans mon armoire, la caisse de Craven. Et les autres, ben, ils avaient le paquet de gris. Alors beaucoup avaient pris goût. Alors j'ai commencé à échanger, je dis bon, ben, très bien, une boîte une boîte de Craven, un paquet de Craven contre 2 paquets de Gauloises. Alors donc, j'ai fait ma petite provision. Et puis alors après, quand j'avais plus de Craven, j'ai échangé un paquet de Gauloises contre 2 paquets oui, 2 paquets de gris, parce que je fumais la pipe. De sorte que quand nous sommes partis, évidemment je n'avais plus de Craven, mais j'avais plus non plus de Gauloises, mais l'enveloppe, l'étui de la housse de mon casque colonial, plus le casque colonial, c'était plein, c'était toute ma réserve de paquets de gris. J'ai dû fumer le dernier paquet de gris à la Noël 40 en sortant de la messe de minuit. Et quand nous sommes allés faire le réveillon chez un Brestois, le commandant Jardin, en compagnie du capitaine Dio. Voilà où a fini le dernier paquet de gris touché en Angleterre, parce que j'ai toujours été assez conservateur sur le plan stock, provisions, etc. Enfin, voilà à quoi nous nous amusions, mais en même temps, on se préparait, et j'ai été donc premier mécanicien de char, c'est-à-dire conducteur d'un char H39. La compagnie de char en formation avait fourni le personnel pour la première et la deuxième section. La première commandée par l'adjudant de la Selle, la deuxième commandée par un officier, je ne me souviens plus le nom, un grand mec qui n'est pas resté avec nous d'ailleurs longtemps. La troisième était commandée par l'aspirant, et la troisième et la quatrième, enfin les 2 autres sections étaient formées à partir de la cavalerie motorisée, la troisième section était commandée par l'aspirant Tresca, le jésuite, la quatrième par l'aspirant Lacouin, le trappiste, et moi j'étais donc conducteur de char, à l'origine le char de Malin, mais Malin est devenu sous-officier chargé de adjoint pour la section, et c'est Baudry, le sergent Baudry, bûcheron de son métier, de son état, et hier à la vente de charité, j'ai eu confirmation de ce qu'il vivait toujours, le père Baudry, et donc j'étais le conducteur du char de Baudry, chef de char. Le deuxième mécanicien était l'évêque. Le deuxième mécanicien avait en charge l'armement et la radio, quand il y avait une radio à bord, n'est-ce pas, ce qui n'était pas le cas de tous les chars. Et puis il y avait un troisième mécanicien, qui s'appelait Gégou, qui après la guerre sera dans les eaux et forêts, à Landerneau, c'est un Finistérien. Et Gégou, c'est le troisième mécanicien qui est chargé des roulements, des graissages, etc. Le premier mécanicien est en charge le moteur et la transmission, enfin, c'est-à-dire les boîtes de vitesse. D'ailleurs, pas facile d'aller briquer le moteur du H39, il y a des moments où il faut se faire suspendre par les pieds, n'est-ce pas, et avoir la tête en dessous, surtout pour aller graisser la poulie de tension du ventilo. Tout à fait dans le fond du compartiment moteur. Donc, nous voilà formés, une compagnie autonome de chars, le personnel en surcroît,
va retrouver le futur von Keke, c'est-à-dire le lieutenant Dubois qui a la charge de former le train de ce corps expéditionnaire. Et je vous ai dit, le lieutenant Dubois, eh c'est le même que celui qui faisait la PMS à Brest, n'est-ce pas, en 1939. Nous allons charger le matériel qui va partir avant nous et qui sera embarqué sur un cargo. Vignalet fera partie du personnel embarqué avec le matériel. Pour ma part, je serai avec le personnel qui n'accompagne pas les chars et le matériel lourd. Et ce sera sur le Penland qu'avec le reste de la compagnie, nous embarquerons avec les légionnaires, n'est-ce pas, et les artilleurs. On arrivera à Liverpool dans la soirée du 31 et on passera toute l'après-midi à décharger les wagons qui comportent les munitions que nous emportons, puisque notre armement est français. Donc ce sont les munitions du corps expéditionnaire à Scandinavie que nous avons accoltinées et courbées en deux dans l'intérieur des wagons pour passer aux gars qui sont dehors. Les caisses d'obus de 37, tout cela est au fond assez fatigant. De sorte que je vais rentrer à bord du Penland comme tout le monde, mais si crevé dans le hamac, parce qu'on va coucher dans les hamacs, que je n'entendrai rien de ce qui se passera la nuit. Or, paraît-il, ce fut un des plus gros bombardements subis par Liverpool cette nuit-là, la nuit du 31 août au 1er septembre. Alors voilà, de cette chanson du 31 du mois d'août a marqué pour nous une autre chanson, c'est celle de notre départ pour ce que nous allons savoir être l'opération de Dakar. J'arrête. Oui, car en fait, nous allons passer 40 jours à bord du Penland. De ce 31, cette soirée du 31 août, jusqu'en fait notre débarquement au Cameroun le 10 octobre. Bien entendu, il va y avoir un intermède. Et alors cet intermède va se situer à Freetown. C'est-à-dire que si on jette les yeux sur la carte, on verra que, quittant Liverpool, nous allons passer très nord pour nous rapprocher pratiquement de Terre-Neuve, longer les côtes de l'Amérique du Nord, et puis redescendre en passant bien au large des Açores, et on va aller à Freetown, donc au large de Dakar. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement sur Dakar. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pendant ce temps-là, il y a une escadre de croiseurs français qui descend dans la même direction que nous. Et alors, nous allons à Freetown. Nous sommes à bord, nous sommes à l'entrepont, la compagnie de chars, nous couchons dans des hamacs, il faut les plier tous les matins. À bord, on nous a fait notre troisième rappel de la triple associée. D'aucuns vont avoir des accès de fièvre. Enfin, là n'est pas tellement le problème. Nous avons le sentiment que nous rentrons chez nous. On avait passé à peine 2 mois en Angleterre et puis on avait déjà le sentiment de jouer les exilés et les réfugiés de la Révolution, les émigrés en fait. Donc, Dakar, on rentre chez soi, enfin, on ne sait pas exactement si on va à Dakar ou pas à Dakar à ce moment-là. Vraiment, on va ne le savoir que quand nous arriverons en rade de Freetown. Alors, en rade de Freetown, nous ne sommes pas seuls. Général de Gaulle est sur le Westernland, c'est un sister ship du Penland. Ces 2 bateaux, ce sont des paquebots mixtes hollandais. Donc, il y a des cales, mais il y a aussi des cabines pour passagers. Alors, les cabines serviront pour les officiers, les différentes unités. Et puis nous, les bons hommes, nous sommes, la Légion est à fond de cale à bord du Penland, et nous sommes, les jeunes, là, nous sommes à l'entrepont,
On a la théorie le matin, et l'après-midi ça recommence. On apprend à savoir combien l'arbre à cames fait de tours quand le vilebrequin en fait un. Voilà, tous les mystères et tous les de la mécanique, n'est-ce pas? Le point. Nous sommes donc dans cet état, et au fur et à mesure que nous allons descendre vers le sud, la température, le ciel va évoluer, il fera un peu plus chaud. Et si au début nous sommes avec nos battle dress, petit à petit nous allons avoir une tenue un peu plus légère. Mais chaque matin, comme avant le départ, nous devons présenter à la rue de pactage, dans ses plis d'origine, un short et une chemise. Pourquoi? Bien parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous rentrons chez nous. Ces 2 mois d'exilés, d'émigrés, commençaient à nous peser, et pourtant ça n'a faisait que 2 mois à peine, n'est-ce pas, d'Angleterre. Et le fait de rentrer, d'aller à Dakar, d'aller en AOF, pour nous c'était... Et alors surtout pour nous, Brestois, parce que Dakar, c'est... D'abord, il y avait 300 ans de présence française à Dakar. Beaucoup plus que Nice, par exemple, au point de vue ancienneté. Et puis Dakar, c'est le 2e régiment d'infanterie coloniale, dont la portion centrale est à Brest. Et les bataillons tournaient au fur et à mesure, les uns à Dakar, les autres à l'intérieur. Le père d'un de mes meilleurs camarades, le commandant Roland, avait eu un problème dans le... comment dirais-je, dans les temps précédant la guerre. Bref, nous étions très près de tout cela. Et puis, il y avait eu l'exposition coloniale. Et qui dit exposition coloniale dit forcément la présence de gens d'Afrique noire. Or, avant l'exposition coloniale et après l'exposition coloniale, il y a eu tout un village qui a été installé au bas du cours d'Ajou à Brest, juste à l'entrée du château. Il y avait des palissades et à l'intérieur on avait reconstruit des huttes. Enfin, c'était un village. Il y avait une mare, une piscine où le jeudi après-midi, quand c'était jour de congé, nous allions voir le village et on jetait des piécettes et les enfants qui étaient là plongeaient pour nous montrer. Et alors, pour aller ramasser les piécettes qu'on jetait dans l'eau? Et qu'est-ce qui va se passer quand on rentre en Freetown? Et je dis on rentre à Freetown, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr les 2 bateaux qui transportaient la fortune de la France libre, n'est-ce pas, à commencer par le général de Gaulle, le Penland et le Westerland. Mais il y avait aussi le Savoyard de Brazza, le commandant du Boc, le commandant de Minet, et puis il y avait les cargos qui transportaient notre matériel, puis il y avait le Sobieski avec la division polonaise, il y avait les 2 cuirassés, le Barham et le Résolution, il y avait l'Arc Royal, le porte-avions, enfin il y avait toute une escadre importante. Tout ce monde-là qui devait participer à l'opération Menace, dont l'objectif était à la fois de justifier le ralliement éventuel de l'AOF, mais en même temps les moyens de la défense de l'AOF, ça veut dire des moyens en armement et avec nos alliés, mais aussi des moyens en vivres. Ce sont les cargos qui transportaient tout ce qu'il fallait pour assurer le ravitaillement de cet ensemble de l'Afrique occidentale française. Et nous voici en rade de Freetown. Alors, en rade de Freetown, pour l'instant, tout le monde est consigné à bord, personne n'a le droit de descendre à terre. Et le général de Gaulle va venir nous expliquer comment les choses vont se passer. Alors, le programme prévoit 4 hypothèses, ou 4 temps plus exactement. Le premier temps, c'est 2 vedettes avec le drapeau blanc des parlementaires, battant pavillon français. À bord de ces 2 vedettes, d'une part la délégation officielle, si je puis dire, qui est emmenée par le capitaine de vaisseau d'Argentlieu. Et il y a des noms tels que celui du capitaine Bécourfoch,
un des petits-fils du maréchal, mais enfin par les femmes, n'est-ce pas? Puisque les fils du maréchal Foch ont été tous tués pendant la guerre 14-18, et donc ce sont les filles qui ont maintenu le nom. Donc il y a le capitaine Bécourt Foch, et il y a 3 ou 4 autres, je ne pourrais pas citer les noms, mais enfin c'est dans l'histoire. Et puis il y a une deuxième vedette, à bord de laquelle doit se trouver un représentant de chacune des unités qui sont à bord. Pour nous, c'est un ancien commissaire de police du Havre, qui est barbu, de son état, je me souviens très bien de sa tête, de son visage, et c'est lui qui sera notre témoin à bord de cette deuxième vedette. Charles nous explique comment les choses vont se passer. Premier temps, ces deux vedettes vont se présenter pour remettre au gouverneur de l'AOF un message du général de Gaulle. Bon, si tout va bien, s'il n'y a pas d'autre train, on débarquera. Et pour ce qui concerne la compagnie de chars, notre objectif, c'est d'occuper la poste centrale de Dakar. Si la première phase ne se passe pas bien, les 3 bateaux français, 3 bateaux de la marine française libre, le Savoyard de Brazza, le commandant du Boc et le commandant du Minet, avec le petit pavois, enfin toutes les caractéristiques distinctives de gens n'ayant aucune intention belliqueuse, se présenteront devant le port de Dakar, passeront donc devant l'île de Gorée, se présenteront à Dakar pour entrer en disant, ben voilà, ils ne sont pas tout seuls, il n'y a pas que des vedettes, il y a ça. Et puis, si ça se passe bien, bon, l'opération est terminée. Alors, si ça ne se passe pas bien, et que les gens aient besoin d'une démonstration de force, pour avoir l'air de défendre, pour des tas de raisons, soit de politique intérieure de Vichy, d'avoir l'air d'avoir défendu quand même les colonies, etc. Alors c'est l'escadre britannique qui sera restée au large pendant tout ce temps-là, qui interviendra en lâcher de tract, passage d'avion, et puis éventuellement quelques coups quelques tirs d'obus du Barham ou du Resolution. Et dans le même temps, des avions qui auront décollé de l'Arc Royal iront déposer à Wakam, sur le terrain d'aviation de Dakar, comment il s'appelle, Étienne Bois-Lambert et puis 2 ou 3 autres, pour faire comprendre aux aviateurs, bon, ben voilà, voilà ce qui se passe, on remet la Ouest dans la guerre, la France continue. Et alors, ce premier, en fait, ils vont pouvoir atterrir, ils vont commencer à fraterniser, puis ils vont se faire arrêter. Et pendant ce temps-là, réaction, mais je vais trop vite parce que j'ai oublié de dire la 4e phase. La 4e phase, c'est que si ces tirs d'intimidation ne suffisent pas, eh bien nous devons débarquer sur la plage de Rufisque. C'était un scénario qui avait, celui de la plage de Rufisque, les préférences du général, encore que le général de Gaulle n'avait pas été tellement consulté sur l'opportunité de cette opération. Il y a eu beaucoup de tirages et beaucoup de discussions. Bref, il n'était pas le maître de l'opération. Sur le plan marine, c'était l'amiral Cunningham qui commandait l'ensemble. Et nous notions qu'un élément d'un corps éventuel débarquement. Je vous dis, sur le Sobieski, par exemple, il y avait la division polonaise qui était là. Donc, enfin, le général nous explique que 1, 2, 3, 4, on descendra à Rufisque, et puis à partir de Rufisque, eh bien, on s'installera en AOF. Et c'est ainsi, et c'est dans cet état que toute l'expédition, après quelques jours, quitte Freetown. Nous ne sommes pas descendus à terre, et nous remontons de la Sierra Leone vers Dakar, vers le nord. Et puis, alors le 23,
septembre. Nous sommes donc au large de Dakar. Il y a un brouillard, une brume à couper au couteau. Mais nous voyons très bien partir, et surtout nous les verrons revenir, les vedettes, les deux vedettes, et nous les verrons revenir. Ce sera, je ne vais pas parler de ce que je n'ai pas vu, mais je parle de ce que j'ai vu. Je vois encore les deux vedettes accostant, l'une qui finira d'ailleurs par couler, et de l'autre, on ressort sur une espèce de brancard, Bécourt-Foch et l'amiral d'Argentlieu qui ont été blessés. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé la chose suivante, c'est que quand le commandant d'Argentlieu et son équipe sont arrivés dans le port et ont accosté et ont débarqué, très rapidement, le capitaine de vaisseau qui était là a reçu l'ordre de les arrêter. Alors, ils sont rembarqués dans leur vedette pour pas être pris, et il y a un officier de marine, qui a d'ailleurs été décoré pour ce fait, très excité, est venu et a voulu faire arrêter et faire tirer la mitrailleuse. Une mitrailleuse qui était servie par un officier marinier, enfin une équipe de tir normale de la marine, et qui voulait absolument qu'on tire sur... Et si la mitrailleuse avait tiré, les gens auraient été tous tués à ce moment-là. Et l'officier marinier s'est arrangé pour enrayer la mitrailleuse, ce qui a sauvé la vie. Mais ils ont été pris en chasse, on leur a tiré dessus du cuirassé du Richelieu qui était là. Oui, c'est Richelieu. Ah, on va voir avant de faire un tour. C'est Richelieu. Oui, c'est Richelieu. Et ils vont être pris en chasse, on va leur tirer dessus, et les vedettes vont être transformées en écumoires. C'est comme ça que Bécourt-Foch va être blessé, que l'amiral d'Argentlieu va être blessé. Ce sont des gens qui sont couverts par le pavillon blanc des parlementaires et qui ont le drapeau tricolore, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les étrangers. Et voilà comment ils ont été reçus. Alors, des échos nous parviennent de cette affaire, n'est-ce pas, de la manière dont les choses se déroulent. Et de sorte que nous entendons des bruits d'explosion, n'est-ce pas, et de tirs. Parce que, encore une fois, au large de Gorée et au large de Dakar, nous sommes dans la brume. C'est ce qui nous sauve d'ailleurs. Parce que la marine immédiatement met ses navires en mer, en chasse, n'est-ce pas? Et nous allons donc, bien, la marine britannique intervient à son tour, et nous allons vers la plage de Rufisque. Il va être à peu près 4 heures de l'après-midi lorsque nous commençons, enfin, c'est d'abord la Légion qui embarque dans les chaloupes. Vous savez, il n'y a pas comment dirais-je, de bateau de débarquement. Donc il y a une chaloupe qui a cette fameuse cheminée en cuir que l'on voyait sur les chaloupes à moteur, n'est-ce pas, et qui traîne derrière elle, accrochée, d'autres embarcations de canots de sauvetage à bord desquels, bon, petit à petit, les gens embarquent. Mais sur les deux, le Duboc et le Dominé, les deux chasseurs de sous-marins, n'est-ce pas, qui accompagnent le Savourian de Brazza, qui est un aviso colonial, se trouvent les éléments des fusiliers marins qui sont avec nous, qui sont engagés, qui sont avec nous. Et dont la mission, à bord d'un de ces bateaux, il y a Schlumberger, et puis à bord de ces bateaux, donc il y a ces gens, et leur mission c'est d'aller à l'estacade, de s'amarrer à l'estacade, de mettre à terre les fusiliers marins, et de préparer ainsi notre arrivée à tous les autres, n'est-ce pas, qui vont venir débarquer du Pedland et du Westerland, qui se trouvent forcément, à cause de leur tirant d'eau, un peu en arrière. Alors nous sommes là en train de prendre notre tour, mais nous sommes fous furieux, car autant le matin, nous avions le sentiment de rentrer chez nous, et que par conséquent, le short dans ses plis, la chemise dans ses plis d'origine, la housse du casque,
tout ça lui étonnerait. Pourquoi? Parce que nous devions être impec pour défiler dans Dakar, on rentrait chez nous, pour repartir et remettre la France en guerre. Alors bref, si vous voulez, une heure avant, s'il y avait eu des fleurs à bord, on les aurait mis au canon de nos fusils, n'est-ce pas, pour descendre, c'était ça. Et quand nous apprenons la manière dont les choses se passent, alors ce sont plus les canons, ce sont les cartouches que nous voulons. Et en fait, le général, l'ordre du général va être, du général de Gaulle, va être de rentrer tout le monde à bord, car il ne veut pas que nous fassions couler, enfin nous, Français libres, fassions couler le sang français. Okay, c'était un des éléments de l'engagement et des accords Churchill-de Gaulle, n'est-ce pas, publiés au journal officiel de la France libre. Un des premiers numéros publiés en juillet 40 en Angleterre, avec le statut des forces françaises libres. De telle sorte que, et ce sera vérifié par la suite, aussi bien pour l'opération de police du Gabon que pour la campagne de Syrie, les officiers qui estimaient que leur engagement ne les autorisait pas à aller jusqu'à tirer contre les Français, pouvaient très bien dire non, ben je ne le fais pas. Et par conséquent, sans que, en quoi que ce soit, leur engagement et leur attachement et leur lien avec la France libre, donc avec le général, soit entaché de quoi que ce soit. Mais pour nous autres, les jeunes, à partir de cette affaire de Dakar, alors nous sommes restés là toute la nuit, tournés en rond, on est resté encore toute la journée du lendemain pour voir s'ils allaient changer d'avis, que tout cela c'était en fait, bon, il faut peut-être dans les circonstances, cause des familles qui sont en France, l'obédience de Vichy, à portée de main des Allemands, eh bien peut-être fallait-il adopter telle ou telle méthode. Enfin voilà ce que nous pensons nous autres, n'est-ce pas, qui ne sommes pas dans les sphères dirigeantes, mais qui sont des gens dont le souci n'est pas celui de la victoire, ça nous sommes certains de gagner. Bon, nous ne savons pas quand. Ça durera 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais nous savons que nous tenons le bon bout, n'est-ce pas? Ça, aucune question. De ce côté-là, nous n'avons pas de point d'interrogation. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'après. Et pendant ces 40 jours de mer, parce qu'en définitive, on va rester donc 48 heures devant Dakar, puis après on va redescendre à Freetown, et c'est alors là où nous descendrons à terre, mais c'est là aussi, pendant que nous sommes à rade de Freetown, que les avions de Dakar vont venir lâcher les bombes. Et alors dans ma petite collection personnelle, là, avec ce petit appareil, j'ai des photographies prises avec le Barham et le Resolution qui ont pris les torpilles, n'est-ce pas, et qui sont gitées. L'Arc Royal qui est là aussi. Eh bien, les Glenn Martin de Dakar vont venir lâcher des bombes en baie de Freetown, en rade de Freetown. Bref, tout ça ne sert à rien, si ce n'est que ça nous assurera et nous confortera dans notre détermination. Alors à partir de là, finalement les choses sont très simples. Il faut tout faire pour gagner, et pour gagner, eh bien, nous allons maintenant, nous le savons, nous allons en AEF. Nous allons aller au Cameroun. Alors, au point où nous en sommes, faisons un bref retour en arrière, parce que, comme je viens de le dire, nous avons passé 40 jours en mer, à bord du Penland, n'est-ce pas? Pas forcément toujours en mer, puisque nous avons eu une escale à Freetown à l'aller, avant Dakar, et une escale à Freetown après Dakar. Et qu'il n'y a pas de transistor à l'époque. En fait, même dans le camp, à Delville Camp, il n'y a pas de transistor, de sorte que c'est très rarement que nous avons entendu le général de Gaulle nous dire des choses. Et en baie de Freetown, quand il est venu nous expliquer avant Dakar comment les choses allaient se passer, bon, c'était très bon, n'est-ce pas? C'était excellent, on savait où on allait mettre les pieds. Mais pour nous qui nous interrogions sur l'après, l'après quoi? Mais l'après la victoire,
n'est-ce pas? La victoire faisait aucun doute, ce serait une question de temps, une question de moyens, bon, entendu, mais on gagnerait. Par conséquent, la chose importante, c'était l'après. Nous ne voulions pas, enfin, nous, j'entends par là un groupe de jeunes qui est de mon état, c'est-à-dire des gens qui faisaient des études supérieures et qui entendaient apporter leur pierre à l'édifice et qui depuis plusieurs années se préoccupaient de l'après pour que ce ne soit pas comme le feu de paille de la chambre Bleu Horizon d'après la guerre 14-18. Je sais bien, nos pères avaient pendant 5 ans, dans un bout des tranchées, bon, ils ont chaussé leurs pantoufles, et puis, etc. C'est comme ça que nous les jugions. Alors, nous ne voulions pas que ça recommence. Donc, l'après avait beaucoup d'importance. Et dans le groupe, je n'ai pas encore cité son nom, mais dans le groupe constitué dans cet escadron de cavalerie motorisée en formation, et puis après la compagnie de chars, ben, nous étions un petit noyau qui réfléchissions ensemble. Il y avait Dauphren de la chevalerie, connu à la compagnie de chars comme Dauphren, enfin qui est Xavier de la chevalerie, qui a terminé sa carrière comme ambassadeur de France, dignitaire, n'est-ce pas, donc le bâton de maréchal, qui a été le dernier directeur de cabinet du général de Gaulle, mais qui, à cette époque-là, quand nous sommes à bord, il est le chauffeur de la voiture du lieutenant Volvé qui commande la compagnie de chars. Voilà. Eh bien, nous avons beaucoup, c'est comme ça, au cours de ces problèmes-là, que nous sommes connus, que nous avons fait connaissance, nous étions à la même chambrée. On était séparés par l'évêque, par les deux frères Gramoulet, qui étaient des apprentis tauliers de l'arsenal de Brest, n'est-ce pas? Voilà, tout ce mélange, nous étions tous ensemble, et tous vraiment marchant du même pas, ayant la même pensée, mais les uns et les autres ayant plus ou moins de connaissances. Les uns c'était des connaissances pratiques, les autres c'était des connaissances intellectuelles, et on réfléchissait, et tout le monde partageait tout cela ensemble. Comment partager les sixpence qu'on pouvait avoir dans sa poche. Et donc pendant tout le temps de la traversée, nous réfléchissions à cela. Et l'affaire de Dakar, au fond, on n'aurait peut-être pas continué à Gibernet si tout s'était bien passé à Dakar. Mais l'affaire de Dakar nous a ancrés dans notre sentiment. Et quand on va débarquer au Cameroun, eh bien, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Or, pendant que nous étions en mer, ben, il s'est passé des choses. D'abord, il y a eu les Trois Glorieuses, n'est-ce pas? C'est-à-dire le ralliement du Tchad, du Cameroun et du Moyen Congo. C'est-à-dire donc Fort-Lamy, avec Eboué et Pleven, et puis Marchand, bon, qui emboîtait le pas. Ensuite, il y avait Dornano, qui était avec Pleven. Ensuite, il y a eu le Cameroun avec Leclerc et Bois-Lambert. Et puis Dio, qui a été et puis il y a eu Brazzaville avec l'Armina, n'est-ce pas? Bon, quand nous allons débarquer alors, il y a le Gabon qui s'était rallié d'abord. Alors, vous savez, le Gabon fait partie de l'AEF. Le Cameroun, c'est un mandat que nous exécutons, que nous dotons de la Société des Nations. Et donc, ça ne fait pas partie de l'Afrique équatoriale française libre. L'Afrique équatoriale française, ça fera partie de l'Afrique française libre, n'est-ce pas? Mais il y a le Gabon qui, après s'être rallié, est repris. Et repris pourquoi? Parce qu'il y a le défenseur de Dunkerque qui est venu avec un sous-marin, qui est devenu à Vichy, enfin, l'amiral, son nom m'échappe à l'instant. Hein? Darlan? Non, non, non. Qui commandait, et qui est envoyé, qui est une espèce de mise à l'intérieur, et qui est envoyé en mission pour reprendre les choses en main. Et par conséquent, à raison de cette dissidence, Vichy décide d'envoyer une escadre de croiseurs pour en fait confirmer le Gabon dans sa détermination et reprendre éventuellement aussi bien le Cameroun que l'AIF, les faire rentrer dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'ordre de Vichy. Alors les croiseurs de l'amiral Bourraguet, je crois que c'est ça, Bourraguet, vont franchir à la barbe des Anglais le détroit de
commandait à ce moment-là va se faire tirer les oreilles, n'est-ce pas? Et pendant que nous sommes à Dakar, pendant que nous sommes à Freetown, il y a des éléments de la flotte britannique qui nous accompagne, qui vont faire demi-tour pour remonter à la rencontre de ces croiseurs. Et ces croiseurs, alors, accepteront de faire demi-tour. Il y a notamment le Primogay, là, je crois qu'il est dans le coup, le Gloire et le... Bon, enfin, je veux pas... Les années ont passé, ma mémoire n'est pas aussi fidèle sur les noms, et sur les jours, et sur les heures, même dans les journées. Mais grosso modo, c'est ça l'opération. Pendant que nous sommes en mer, pendant que nous descendons vers Freetown, il y a des croiseurs français qui descendent pour aller en AIF, donc au Gabon et puis au Cameroun et à Pointe-Noire, qui sont stoppés en cours de route par les Anglais et qui leur demandent de rebrousser chemin. Alors ils acceptent et ils vont remonter à Casa. Ils ne vont pas descendre. Mais il y a une partie d'entre eux qui vont rentrer à Dakar. Et ça va être du sang neuf, si je puis dire, pour la résistance de la marine à Dakar. Parce qu'en fait, ce sont les marins qui ont mené l'affaire. On a arrêté ceux qui avaient peut-être un peu trop parlé, n'est-ce pas? Mais les gens de l'armée de terre qui étaient décidés à apporter leur concours au général de Gaulle sont vus arrêter, les quelques-uns qui étaient favorables à l'opération, les gens qui ont tiré sur nos bateaux et le premier sang, les compagnons de l'ordre de la libération qui n'est pas encore créé, mais qui va être créé le 16 novembre à Brazzaville, le 16 novembre 1940, eh bien il y a ceux du premier sang, et parmi ceux du premier sang, il y a notamment 2 Finistériens qui étaient à bord du commandant du Boc, et qui ont été tués là sur l'estacade de Rufisque, quasiment à bout portant par les pièces de la plage qui commandait la plage de Rufisque, ces bâtiments, le Duboc et le Dominé, ne devront la vie et de pouvoir continuer leur carrière qu'aux pièces de sang du Savoyard de Brazza qui, en 2 salves devant ces tirs et qui ont tué des gens chez nous, l'aspirant Kramer, et puis un Finistérien du Sud et un Finistérien du Nord. Leurs noms vont me revenir. L'un est de Pinmar et l'autre est un quartier de Broudin, c'est Broudin du Nord, et Dupuis du Sud, Finistère. Hein, les deux premiers sangs, ils seront faits compagnons de la Libération. Parce que c'est un symbole, n'est-ce pas? Leur mort est un symbole de notre détermination. Jusque-là, les forces françaises libres n'ont pas tiré une cartouche contre les territoires sous l'obédience de Vichy, et se présentant, nous sommes des Français qui voulons continuer à combattre, par les Français, mais les Allemands et les Italiens, et on nous tire dessus. Donc, objectivement, ils deviennent les complices de notre ennemi, c'est-à-dire celui qui occupe notre territoire et qui rend notamment la zone de Bretagne où nous sommes, mais c'est une zone interdite, n'est-ce pas, où on ne peut plus circuler, où c'est absolument aberrant et impensable. Et c'est comme cela que plus tard sera envoyé, pour éviter ou pour contrer une tentative de conquête par la terre de l'AOF et en même temps essayer de reprendre les territoires, qu'un certain régiment de cavalerie française, le 12e chasseur, sera envoyé en AOF en renfort. Enfin, et il deviendra, par sa mission, l'auxiliaire de l'ennemi. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes à cette affaire, le renversement par les marins. C'est l'amiral Platon, je m'en cherchais le nom tout à l'heure, n'est-ce pas, qui est venu faire un tour jusqu'en AIF. Et heureusement, le plan mis au point en Nigeria, à Lagos, sous un arbre par
le commandant Leclerc, le colonel de l'Armina, Pleven et Pied-de-Bois-Lambert va en fait retrouver son exécution et le ralliement de l'AEF sera assuré au cours des Trois Glorieuses. Alors, grâce à cela, on pourra mener l'opération du Gabon après notre débarquement le 10 octobre, 9 et 10 octobre, en baie de Victoria, Cameroun britannique, n'est-ce pas? On va transborder du Penland et du Westernland sur des péniches, enfin plus exactement, sur de grands tankers de pétrole, mais qui donc n'ont pas de pied dans l'eau, n'est-ce pas, qui nous permettront d'accoster à Douala. Et puis nous débarquerons nous-mêmes les chars des cales du cargo qui les a transportés depuis Liverpool, à bord duquel ils sont. Et puis alors il y aura une partie d'entre nous qui constitueront l'équipée par voie de terre, d'autres par voie de mer de l'affaire du Gabon. Et en fait, tout le monde, pour le mois de décembre et pour la Noël, sera rassemblé à nouveau à Douala avant le deuxième pas. Et le deuxième pas, c'est quoi? C'est à la fois pour les uns la traversée de l'Afrique pour aller rejoindre le front en Érythrée et en Abyssinie, la campagne d'Abyssinie. Pour d'autres, comme par exemple la compagnie de chars, ça va être avec son matériel qui est lourd, qui ne peut pas traverser l'Afrique, eh bien ça va être la remontée de Pointe-Noire jusqu'à Freetown à nouveau pour se joindre à un convoi qui va faire tout le tour de l'Afrique par le sud et qui finalement arrivera lorsque la victoire aura déjà été acquise à Keren et à Massawa. Et donc toute la corne est de l'Afrique sera passée sous l'obédience des Anglais et le Négus, Haïlé Sélassié, l'empereur, aura retrouvé son siège et par conséquent pourra remettre son pays dans la guerre. Des milliers, des milliers, des centaines, des dizaines de milliers d'Italiens sont prisonniers, mais pendant ce temps-là, car il n'y a pas que les Français partis vers l'Angleterre qui constituent la France libre, il y a eu des ralliements à travers l'ensemble de l'Empire, et des gens qui, sur des territoires qui sont restés sous l'obéissance de Vichy ou qui étaient sous l'obéissance étrangère, ont, par tous les moyens les plus extraordinaires, je vais reciter encore le cas d'un de mes camarades de Morlaix, originaire de Morlaix, compagnon de la Libération, aussi comme moi, Michel Bollot. Et bien voilà Michel Bollot qui, dès 1939, son sang ne faisant qu'un tour, s'engage volontairement pour faire la guerre, n'est-ce pas? Va se battre pendant la campagne 39-40, va malheureusement finalement être fait prisonnier, va s'évader, arrivera en zone libre, trouvera un embarquement à Marseille sur un cargo comme soutier et réussira à mettre pied à terre aux Philippines, et aux Philippines, ayant mis pied à terre, rejoindre le consulat britannique et dire je suis volontaire pour servir chez De Gaulle. Alors on va le ramener avec différents convois à Suez, et il va être un de ceux qui, au BIM, au bataillon d'infanterie de marine, va participer d'abord à la conquête de Tobrouk, puis ensuite à tous les combats de la première DFL, jusqu'à ce que des obus lui, comme on dit, le rendent blessé de la face ou gueule cassée, plus simplement, n'est-ce pas? Mais voilà, alors les odyssées extraordinaires qui vont commencer à travers le monde entier pour marquer la volonté des Français de ne pas accepter cette capitulation et cet asservissement des hommes de Vichy, voilà, qui courent d'un vilain manteau, peut-être constellé d'étoiles, mais parfaitement, complètement troué, des actions absolument condamnables et qui vont commencer sans même aucune espèce de demande des Allemands dès le 10 juillet 1940. Et c'est vrai tout le statut des Juifs qui va s'instaurer avant que cette chasse faite aussi bien dans les rangs le numerus clausus, aussi bien dans les universités pour les étudiants que
dans les professions libérales ou les professions commerciales et dans la fonction publique, la chasse à tous ceux qui peuvent être considérés soit comme juifs, soit comme francs-maçons, soit comme ayant une appartenance philosophique qui n'est pas dans la ligne de Vichy, ou en tout cas d'un certain aspect de Vichy. Voilà, pendant ce temps-là, nous pensons toujours à l'après, et quand nous débarquons sur les quais de Douala, après avoir réclamé les cartouches, car il n'est plus question pour nous de nous faire rejeter à la mer, on ne les donnera pas parce qu'il n'en est pas besoin, Leclerc est passé par là, et donc les choses sont paisibles pour notre débarquement. Mais c'est fini, mais nous rencontrons des Français qui ne comprennent pas ce qui s'est passé en France. Ils n'ont pas vécu le collapse de la France. Ils n'ont pas vécu ce que moi j'ai eu l'occasion extraordinaire, les circonstances l'ont voulu ainsi, c'est de vivre pendant ces mois de mai et de juin en traversant la France à trois reprises différentes, n'est-ce pas, de prendre le pouls, de voir les choses se déliter sous mes yeux. Je vois encore là, lorsque j'ai pris le volant de la voiture du professeur Olivier Martin, professeur d'histoire de droit, pour prendre la travers champ, puisque le flot nous emmenait irrémédiablement vers le sud alors que nous voulions aller vers l'ouest. Je vois encore à la traversée d'un village la discussion entre un lieutenant qui voulait installer une barricade et les habitants du patelin disant non, allez faire ça plus loin, on ne veut pas de guerre ici. Voilà, cette démission générale, enfin que nous croyons générale, parce que, et pendant longtemps, et puis petit à petit, plus tard, nous avons su qu'il y en avait beaucoup. Il y avait d'abord les 100 000 hommes qui ont été tués en mai et juin 40. Alors ceux-là, ils étaient déjà morts, ils ne pouvaient plus être des volontaires de 40. Et puis, ce 18 juin, où le général essayait, depuis l'Angleterre, de dire, bon, bien, tous ceux qui sont un peu éparpillés un peu partout, ben, qui se rallient à moi, mais c'est rallient à moi, c'est pour continuer, n'est-ce pas? Et en même temps, il envoyait des télégrammes à Nogues, au Mittelhauser, à tous ceux, enfin, à tous les proconsuls de l'Empire, pour continuer, dire, ben, je me tiens à votre disposition, je suis ici auprès de l'Empire britannique qui continue la guerre, mais enfin, je peux servir d'agent de liaison, c'est tout, il ne revendiquait rien pour lui, mais tout pour la France. Cette ambiance faisait que, je vois encore, c'est sur les quais de Douala que j'ai fait la connaissance du chef, du sergent-chef Philippe Péchaud. Je le vois encore avec son casque colonial à la française, alors avec l'encre de marine au milieu, sa chemisette blanche, son boubou, on appelait ça, son short blanc, ses bottes en filalis rouge, et une serviette de cuir sous le bras, là, de cuir. Et puis, nous demandant à moi et à Dauphin Xavier de la Chevalerie, enfin, qu'est-ce qui s'est passé en France, comment ça s'explique cela? Donc, cette incompréhension. Alors, il fallait qu'on leur montre. Et l'idée nous est venue que, eh bien, au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de la métropole, nous allons trouver des territoires où il y aura un plus grand nombre de Français de métropole qui n'auront pas vécu ce collapse de la France et qui ne comprendraient pas. Et que par conséquent, ils ne comprendraient pas la nécessité de tout changer. Et pour eux, ils dire, bon, ben, il n'y a qu'à rétablir la Troisième République, c'est tout, elle continue, puisque le général de Gaulle, partout où il passait, il appliquait les lois de la République. Et pour lui, 3 septembre 1939, on commence la guerre, mais ce n'est pas une révolution, c'est la guerre avec les lois de la République, telles qu'elles étaient, n'est-ce pas? Et non pas les lois de l'État français, créé à Vichy, par la démission des parlementaires, c'est-à-dire la Chambre du Front Populaire, ne l'oublions pas, celle qui avait été élue à ce moment-là, et qui abandonne ses pouvoirs entre les mains sauf les 80, entre les mains de Philippe Pétain, maréchal de France, dont la gloire couvre un tissu d'action, et c'est sur quoi il est coupable, c'est d'avoir prêté son nom à tout cela. Enfin. Nous voici donc avec la démonstration de la nécessité de préparer l'après, par conséquent de dire, ben voilà ce que nous sommes, parce qu'on nous fait en même temps, à travers le monde, une publicité qui nous décrit comme des
des Forbans, des mercenaires à la solde de l'Angleterre, sixpence par semaine, et de l'argent entièrement payé par la France libre d'abord, car il n'y a pas un sou dépensé par le général de Gaulle et par la France libre qui n'ait été remboursé au gouvernement britannique au fur et à mesure. Il ne faisait que des avances. Et notamment, bien d'abord, la cargaison récupérée par Mesmer et Simon, et le général Simon maintenant, mais enfin à l'époque il n'était que de lieutenant, n'est-ce pas, a servi à payer pendant près de 2 mois et demi, 3 mois, la totalité des dépenses de la France libre, n'est-ce pas, la vente du matériel qui était à bord et des matériaux qui se trouvaient à bord de ce navire. Et là, les efforts de tout le monde ont fait que toute l'AEF s'est mise à produire. Et c'est ce qu'il y a de tout à fait extraordinaire dans cette période, c'est que c'est le coin le plus perdu, le plus pauvre de l'Empire, puisque c'était l'Empire français, n'est-ce pas, tout cela. C'est ce coin-là, le plus pauvre, qui va dire « je refuse ». Je refuse et je continue le combat. Et qui va se développer, et à travers cet ensemble équatorial, enfin, le général de Gaulle va avoir une terre, un terroir, n'est-ce pas, pour appuyer son action, où il sera éventuellement chez lui, si dans tous les moments où il y aura des relations difficiles avec les Alliés, parce que personne, quand on est en charge d'un État, ne fait de cadeau à l'autre, n'est-ce pas, au détriment de son propre État. Par conséquent, chacun est en charge de ses intérêts, les intérêts du pays qu'il représente, et par conséquent, il n'y a pas de cadeau à se faire. Donc, ce sont des monstres froids qui se battent entre eux, et le général, comme il l'a dit et répété, je suis tellement démuni que je ne peux pas me courber, n'est-ce pas? Il faut donc rester inflexible. Alors, il nous appartient à nous de faire comprendre aux autres ce que c'est, ce que nous voulons, et qui nous sommes. Et quand on est deuxième classe, on a beaucoup de culot et beaucoup d'audace. Alors ça, c'est peu su, parce qu'il y a des gens qui se sont préoccupés de l'après, mais qui sont restés à Londres, et qui ont monté des journaux, et qui n'ont pas, et qui n'étaient pas, qui prenaient le titre éventuellement de France Libre, ou France d'abord, ou France ceci, ou France cela, mais qui en définitive concoctaient dans leur petit coin et n'étaient pas du tout des supporters du général de Gaulle ni de son action. Et nous avons, alors nous, sur le tas, nous nous sommes dit tout cela, bien, il faut qu'on apporte un message et qu'on sache qui nous sommes. Et allant de grand chef en grand chef, enfin, vous savez, les grands chefs à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de galons sur les manches, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, de ce décembre 1940, au Cameroun, après la campagne du Gabon, le commandant Koenig nous dise « Bon, ben, tout ça c'est très joli, vos histoires, mais mettez ça dehors sur blanc, après on en parlera. » Alors il nous a donné une machine à... Il ne s'est pas contenté de dire ça, mais il nous a prêté une machine à écrire et du papier. Et alors avec de la chevalerie, il y avait de la chevalerie et moi-même, nous avons rédigé, mis noir sur blanc, ce que nous avons appelé doctrine et mystique de la France libre. Et nous avons dit pourquoi il fallait une doctrine et pourquoi il fallait une mystique au soutien de cette doctrine. Et puis quand on a fait 20 exemplaires, nous sommes allés les présenter aux responsables, au commandant d'Argentlieu qui se remettait de sa blessure, qui était en charge là-bas à Douala, à ce moment-là, et aux uns et aux autres. Et puis alors, est arrivé le moment où on allait repartir. Pour continuer la guerre, ben, il fallait aller sur les théâtres d'opération. Et à ce moment-là, au mois de décembre 40, dans les unités, était venu un ordre d'avoir à désigner ceux qui étaient aptes à devenir officiers, c'est-à-dire à aller faire un cours d'élèves aspirants d'actifs, je précise bien, à Brazzaville, à partir de janvier 41. Alors, évidemment,
dans les unités, compte tenu du recrutement de volontaires, nous étions tous des volontaires, n'est-ce pas? Il y avait une proportion assez considérable d'étudiants de toutes sortes, soit d'étudiants de faculté, ou soit des gens qui préparaient l'X, ou qui préparaient Saint-Cyr, ou qui préparaient enfin, des taupes, des cagnes, etc., et des corniches, ou navales. Bon. Et puis qui avait fait une PMS, donc par conséquent, qui était capable de pouvoir suivre des cours des aspirants pour assurer l'encadrement des bataillons à lever, n'est-ce pas, pour augmenter les forces de la France. Non point tellement qu'il faille songer à un instant à rivaliser avec les armes alliées, mais l'importance et le symbole de la présence de la France au combat sur tous les théâtres d'opération. C'était ça. C'est pas nous qui allions gagner la guerre, mais il fallait que la France soit présente au combat, qu'il n'y ait pas de rupture. Alors, je vois encore le lieutenant Volvé, comme de la compagnie de chars à laquelle appartenait, et disant, bah, voilà, normalement je dois mettre votre nom sur la liste, mais je voudrais bien vous garder, parce que d'abord vous avez beaucoup de choses à apprendre encore, n'est-ce pas? Pour reprendre son langage assez cru, vous n'avez pas encore reçu assez de coups de pied au derrière, n'est-ce pas, pour être des hommes. Évidemment, nous étions très jeunes. À peine quelques mois, nous étions engagés. Notre engagement comptait depuis le 1er juillet 40. Pas, nous étions là au mois de décembre 40. On n'avait pas fait 6 mois de classe. Pas, et voilà déjà qu'éventuellement nous pouvions prétendre. Alors nous lui avions dit, la chevalerie et moi, nous lui avions dit, mais vous allez partir, faire le tour de l'Afrique pour aller à l'Érythrée. Ça va prendre combien de mois? Et pendant ce temps-là, il va se passer des événements. Il va se passer des événements et par conséquent, il y aura des choses à faire parce qu'il faut penser à l'après. Et nous ne pouvons pas rester coupés comme ça pendant des mois et des mois de ce qui va se passer. Car vraiment, la manière dont nous avons d'une part été reçus à Dakar, mais la manière dont les contacts que nous avons eus dans le Cameroun avec les gens, et pourtant des gens qui sont décidés à faire quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, leur incompréhension, ça suppose qu'il y ait une campagne d'explication, ça suppose que l'on fasse des choses, et puis il faut convaincre les États-Unis. Alors je renvoie à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure sur l'atmosphère dans laquelle j'ai baigné depuis mon enfance à propos des relations avec les États-Unis. C'est ce qui compte aux États-Unis, c'est l'opinion publique, et un président ne peut rien faire s'il n'a pas l'opinion publique aux États-Unis pour lui. Donc il faut informer, c'est pas sur le département d'État, c'est pas sur les officiels qu'il faut peser, c'est sur l'opinion publique. Et à partir de là, ils suivent, même ils essayent de la créer, mais dans un bon sens. Mais ils ne pourront rien faire tant que l'opinion publique ne sera pas derrière eux et engagée dans une bonne direction. Or, il faut un dialogue direct avec les États-Unis, avec les Américains, la population américaine. Il faut qu'ils touchent du doigt, ils voient les gens, ils sachent qui c'est, et pour combattre l'influence pernicieuse de Vichy et des ennemis, eh bien, il faut qu'on leur montre qui nous sommes réellement. Donc, il y a tout quelque chose à faire. Bon, pendant cela, nous ferons ces cours d'élèves aspirants. Et puis, vous, pendant cela, vous allez faire le tour de l'Afrique. Et au fond, nous ne perdons pas tellement de temps. Alors, en marque à la fois de ne pas tenir rigueur de cette position, moi, personnellement, j'ai été chargé de reproduire à la machine à écrire la liste des 18 membres de la compagnie de chars qui étaient désignés pour aller faire le cours d'élèves aspirants d'active à Brazzaville. Alors, c'est ainsi qu'au début de janvier, nous sommes rembarqués à nouveau, nous avons quitté le Cameroun par la mer, nous avons franchi la ligne. À l'occasion du franchissement de la ligne, il y a eu le baptême de Neptune, on a fait des scénettes, nous avons pioché dans nos mémoires pour retrouver des vers de ceci ou des vers de cela et raconter de grandes histoires. Et puis nous sommes arrivés à Pointe-Noire le 14 janvier. Nous avons pris le train au soir, le Congo-Océan, qui nous a permis de traverser pour arriver le matin du 15 janvier à Brazzaville, à la gare de Brazzaville, la gare du Congo-Océan. Et pour lire quoi? Sur les murs de la gare, voilà les planqués de Londres qui arrivent. Il y avait donc beaucoup à faire pour faire comprendre qui nous étions, même aux Français d'Afrique, et d'AIF plus particulièrement.
Voilà, je pense que Les noms des faut 18. il faut maintenant... Les noms des 18. Oh, les noms des 18. Bon, il faut, si je commence à les citer, je risque d'en oublier, n'est-ce pas? Alors, Jacques Hébert Et son frère. avait refusé la désignation, mais Jean, son frère, a accepté la désignation. Robert Gallet a refusé la désignation, il a continué. Il faut préciser que le lieutenant Volvé avait précisé qu'après le premier engagement de la compagnie, il organiserait, il avait pris cet engagement, il organiserait un cours d'élèves aspirants pour que les autres, ceux qui n'iraient pas, puissent avoir la même chance. Pas? Donc, Touny, Robert Gallet, Jacques Hébert, Herry, sont restés, n'est-ce pas, à la compagnie. C'est des gens qui, par leurs études, étaient tout à fait aptes à mériter cette promotion, encore qu'il fallait réussir aux examens par la suite, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas donné à tout le monde, éventuellement. Et alors, eh bien, il y avait donc Noro, Serge Borokovitch, moi-même bien sûr, Beaufilet, Dauphin de la Chevalerie, Xavier, il y avait l'évêque, il y avait... ah là, il aurait fallu que je trace la liste. Je l'ai dans mes... je l'ajouterai en codicile sur ma femme. Nous étions 18. Nous étions 18, et 18 qui ont constitué les deux pelotons. En fait, le Saint-Cyr de la France libre, c'est pas du tout à Londres que ça s'est passé. Le cours d'élèves aspirants d'active, c'est à Brazzaville, au camp colonel d'Ornano, qui n'était pas fini quand nous sommes arrivés au mois de janvier. Alors il y avait la première section qui était composée des sous-officiers, dont Péchaud. Et Frisa. Frisa, Frataxi, Mantel, etc. Enfin, ils étaient une douzaine, pas beaucoup plus. Et puis, il y avait la deuxième section. La deuxième section divisée en deux pelotons. Le premier peloton, ceux qui avaient fait leur PMS. Et le deuxième peloton, ceux qui étaient dans le préparatoire de grandes écoles, n'est-ce pas, mais qui n'avaient pas fait de PMS. Alors moi j'étais dans la tranche de la première section. Bon, alors c'est le lieutenant Hervouet, qui était un Saint-Cyrien, et qui a été fait prisonnier pendant la campagne du Gabon. Il était de l'autre côté. Et le lieutenant Hervouet, mais c'était un homme qui voulait pas se rallier, mais quand on lui a dit, eh bien, vous allez enseigner à l'école, il a accepté de ne pas rentrer en France et de rester pour apprendre le métier d'officier. Et c'était un excellent instructeur. J'ai la plus grande amitié, dirais-je, une certaine affection pour lui. Et il a terminé la guerre, le commandant Hervouet. Mais voilà, il nous a vraiment... Bon, alors, il y avait un deuxième peloton. Et puis il y a eu une troisième section, puis il y a eu une quatrième section, puis il y a eu une cinquième section. Mais on a eu besoin de cadres très vite. De sorte qu'ils peu ont fait la totalité de leur peloton. Alors ça a été l'occasion d'une autre histoire. Et je ne dirais pas d'une révolte, mais parce que le mot serait un peu fort, d'une très large contestation, sur laquelle il faudra revenir parce que c'est aussi un des aspects de la France. Mais nous, quand je dis nous, j'entends Dauphren et Agenais, etc., qui avons fait ce cours, qui sommes arrivés à Brazzaville. Et nous avons donc embrayé en même temps. Nous n'étions pas là, bien sûr, il fallait apprendre. C'était la promesse faite à mon père en ce qui me concernait, d'apprendre à la première occasion de s'instruire. Mais il y avait ce problème de l'après. Et par conséquent, il fallait s'adresser à l'Empire, à la jeunesse de l'Empire, celle qui pouvait être à portée de voix.
Et un portée de voix à travers quoi? À travers l'augmentation de la puissance de l'antenne de Radio Brazzaville. Et nous avons ainsi institué une série d'émissions à Radio Brazzaville, n'est-ce pas, adressées à la jeunesse de l'Empire. Alors nous avons fait le cadre de la série d'émissions, nous avons donné les canevas, et toujours pour dire qui nous étions, fait en sorte que chacun de ceux qui acceptaient de participer à cette action s'adresse à leurs camarades qui faisaient la même chose, que les mêmes études préparatoires. Bon, le séminariste s'adressait aux séminaristes, celui qui était c'est Bellec, par exemple, qui est devenu le général Bellec, d'ailleurs, qui n'a pas continué, etc. Mais, comprenant la libération, l'évêque a été tué après avoir réalisé son rêve d'être, après avoir fait Saint-Cyr, d'être officier de cavalerie et d'avoir un cheval blanc, et qui sera tué en Syrie, n'est-ce pas, mais ayant eu son cheval blanc. Il y a... et qui donc s'adressait à ceux qui préparaient Saint-Cyr, et qui continuaient en France ou à préparer Saint-Cyr à cette époque-là. Et il y a eu Alléguin qui s'est adressé à une autre catégorie de gens, et qui par la suite est devenu le député maire de Quimper, qui trouvant que ça menait... Enfin, les études étaient longues, a été volontaire pour servir dans l'aviation, a été un des officiers observateurs meneurs de boxe, comme on disait, pour les bombardements du groupe Lorraine, n'est-ce pas, les plus actifs. Bon, et tant d'autres. Alors nous avons monté ces opérations-là sur l'Empire. Et puis en même temps, il y avait cet aspect extérieur, présentation extérieure. Alors, tout ceci s'est fait à partir d'entretiens que nous avons eus avec le général de Gaulle à ces différents passages. Nous avons forcé les portes, comme d'habitude, n'est-ce pas, pour être entendus. Et pour ce qui est des États-Unis, on prévoyait toute une série de conférences. Alors le général, pour ne pas dire pour se débarrasser de nous, mais c'est pour ça. Bon, vous voulez faire quelque chose, ben alors travaillez, et puis on verra. Alors on a rédigé une première conférence et puis tout un projet de tournée. Bon, alors ces conférences ont été faites, mais pas par nous, on a envoyé d'autres. Alors on avait dit qu'il fallait surtout que ce soit fait par des jeunes pour montrer qu'ils étaient jeunes, mais des jeunes après qu'ils aient été au feu. Non pas des jeunes pour esquiver la rencontre avec le feu, mais après qu'ils étaient au feu. Bon, alors il y a des gens qui se sont venus là, au mois d'avril 1941 en AEF, et puis ça sent les jardins et les fleurs, et ça s'appelle Villemorin par exemple, et ils sont repartis en emportant les programmes qu'on a mis. Bon, enfin, peu importe, l'essentiel c'est que les choses soient faites, mais forcément elles ne pouvaient pas être faites de la même manière par des gens ayant déjà un certain âge, de proportion gardée, 35 ans, 40 ans, n'est-ce pas, et puis des jeunes, puisque nous partions du principe, et ça c'est que nos aînés avaient fait la démonstration de ce qu'ils avaient perdu toute espèce de, comment dirais-je, de vocation à être des meneurs de jeu. Ils avaient montré à travers l'impréparation de la France, la manière dont les combats avaient été menés et avec les moyens dispersés qu'il y avait, qu'il y avait vraiment une inadéquation complète et totale entre leur état d'esprit dans les annales pour ce qui est des militaires, le RI1, le RI2, le RI3, n'est-ce pas, et la réalité des choses. C'était une révolution qu'il fallait faire accomplir à tout le monde, aussi bien dans les rapports humains que dans les... C'est plus la chicotte pour les tirailleurs, n'est-ce pas, c'est des gens qui, avec nous, allons faire des choses. Ce que le qualificatif que découvriront les Vietnamiens pour parler les gens nucléaires, les Français qui arrivent maintenant, sont les Français nouveaux. Eh bien c'est ça, c'est ce que nous prétendions qui allait arriver, et que par conséquent les autres, les anciens, même s'ils n'avaient pas démérité, ben, désolé, mais c'est terminé, il fallait se servir de leur expérience, mais c'est pas eux, ils étaient disqualifiés pour mener les choses. Alors évidemment, des propos de ce genre, par exemple Zirnel, quand il est arrivé du Caire, après tout un périple pour faire son cours d'élève aspirant à Brazzaville, Léonard qui est arrivé de Singapour, de Malaisie, n'est-ce pas,
et qui était dirigeant d'une plantation de caoutchouc, Alleguin qui tenait radio, la radio Jérusalem, n'est-ce pas? Ces gens-là qui voulaient faire quelque chose, donc apprendre le métier des armes pour pouvoir servir par les armes. Et avec cette rencontre, enfin, dans ce bouillonnement-là, à Brazzaville, ont été vite saisis et séduits par ce que nous prétendions. Pourquoi? Parce que nous avions, eux, ils avaient quitté la métropole, ils n'avaient pas vécu ce 39 à 40 sur le territoire métropolitain. Ils n'avaient donc pas touché du doigt là, comment les choses... Et moi, j'ai eu la chance de le faire parce que j'ai eu cette possibilité, cette faculté de traverser la France à différentes reprises et de toucher les choses du doigt. Et donc, de sentir la nécessité, et puis en fait, depuis mon camarade Dauphren de la chevalerie, qui était en avance dans ses études, ses parents lui avaient offert une année sabbatique, et personnellement, il avait vu la montée du nazi, il avait vécu sur place. Donc, il savait où ça menait. Nous avons étudié Mein Kampf, n'est-ce pas? Nous nous sommes servis de citations de Mein Kampf à l'époque pour montrer combien un petit groupe d'hommes peut arriver à faire pour transformer complètement un pays. Donc il fallait que ce soit fait dans le bon sens et empêcher toute espèce de manipulation de ce genre. Enfin bref, voilà, c'est tout cet aspect-là en dehors de celui de l'apprentissage du métier des armes pour, par les armes, remettre d'abord la France dans la guerre et ensuite arriver à atteindre nos objectifs qui étaient la capitulation de nos ennemis. Eh bien, avec notre concours, avec notre participation, pour que la France soit présente aussi à la victoire, il y avait tout ce travail qui n'était pas fait sous des étiquettes politiques ou autres, et qui, dont nous avons été à quelques-uns, un petit nombre, les fourmis agissantes pour faire bien comprendre. Alors si Volvé, d'Ivry, un certain nombre d'entre eux, déjà plus âgés que nous, n'est-ce pas, nous prenaient éventuellement pour des rêveurs, quand nous nous sommes retrouvés, après la campagne de Tunisie faite, aux portes de l'Afrique du Nord, renvoyés à nos chères études dans le désert, n'est-ce pas, en Tripolitaine, alors, face à cet état d'esprit de l'Afrique du Nord, nous leur avons dit, qui avait raison? Est-ce qu'il ne fallait pas préparer tout cela? Est-ce qu'il ne fallait pas s'assurer qu'on serait bien compris? Alors, ils ont bien été obligés d'admettre que, oui, au fond, ça ne suffisait pas de faire comme nos pères, dans la boue des tranchées, on fait son devoir et c'est pas la peine d'essayer de faire. Bien si, il faut penser à l'après. Parce que l'après se construit avant. Ah, toujours. Voilà. Alors, il faut peut-être s'arrêter maintenant sur les bords du Congo et sur le bord du Poul, où on va découvrir ce que c'est que l'Afrique noire, ce que sont les Africains, ce que seront tous ces frères d'armes que nous retrouverons.